Tous. Merci de m'avoir invité pour vous parler pendant une quinzaine de minutes d'un sujet essentiel et qui me préoccupe beaucoup, à savoir la question de la fausse information, de l'esprit critique, c'est un peu la conclusion, et puis aussi de l'intelligence artificielle, parce que je crois que vous avez beaucoup parlé de cela lors de vos rencontres. Quand je dis que ça préoccupe tout le monde, ça préoccupe même jusqu'au sommet de l'État, puisque la semaine dernière, peut-être que vous l'avez vu dans la presse, le président de la République nous a réunis à l'Élysée pour évoquer la question sensible des prochaines élections présidentielles, dont personne ne sait quand est-ce qu'elles vont arriver, si c'est 2027 ou avant, mais en tout cas, si tout va bien, si je puis dire, elles arriveront en 2027, mais il n'est pas certain que les débats seront sereins et que toutes les conditions seront organisées pour que la démocratie fasse valoir ses droits comme nous l'espérons. Et quand je dis le sommet de l'État, c'est très au-delà même, puisque les grandes institutions internationales, je pense bien sûr à l'ONU, à l'OMS, lors de la pandémie, ou même le Conseil européen, songeons au Digital Services Act, et à toutes les mesures qui sont prises pour essayer d'endiguer les externalités négatives de la dérégulation massive du marché de l'information, que j'appelle parfois le marché cognitif. Et le Forum économique mondial, lors de sa dernière réunion, a fait, comme il le fait à chaque fois, une mesure auprès de plus de 1000 experts pour évaluer les risques qui pèsent sur l'humanité. Bien sûr, on songe au réchauffement climatique, il y a toutes sortes de menaces, mais qu'il a classé en premier lieu, à court terme, la diffusion massive de fausses informations. Ce qui peut sembler un peu étonnant compte tenu des autres périls qui nous menacent, mais si on y réfléchit un instant, en fait, aucun problème collectif ne peut être résolu si nous ne sommes pas d'accord sur les faits et sur la réalité. En d'autres termes, ce qui est en train de nous arriver collectivement, c'est la mère de toutes les menaces, c'est-à-dire la fracture de notre socle épistémique commun. Sans espace public commun, où l'on peut se disputer, mais où on est quand même d'accord sur les faits et la réalité, il n'y a aucune possibilité de mener une politique publique rationnelle. Si, comme dans certains pays par exemple, on licencie le chef des études statistiques du travail parce que celle-ci rend un rapport qui ne convient pas à la représentation de la réalité qu'on veut imposer à l'opinion publique, alors nous ne pouvons pas mener tout simplement de politique publique rationnelle. Si on éteint en quelque sorte des satellites qui nous permettent de nous renseigner sur la question climatique, on ne peut pas avoir des politiques qui vont peut-être nécessiter des sacrifices individuels et collectifs dans certains cas. Si on n'est pas d'accord sur l'existence d'un virus en cas de pandémie, on ne peut pas penser à une politique de vaccination, de confinement et tout ce que ça a pesé, nous l'avons tous vécu dans notre chair, ce type de situation. Et ça, c'est une situation très inédite dans l'histoire, puisqu'on espérait qu'avec l'augmentation généralisée du niveau d'éducation, ce qui est un fait social majeur, avec l'augmentation généralisée de la disponibilité de l'information, ce qui est un autre fait majeur, jamais l'information a été aussi disponible qu'aujourd'hui. Nous avons publié plus d'informations, rendu disponible plus d'informations à partir des années 2000, début des années 2000, que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et dans les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, on a produit tout simplement 90% de l'information disponible sur la Terre. Donc ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle, et on pensait que ce type de données ferait advenir ce qu'on a appelé à l'époque à l'UNESCO les sociétés de la connaissance. Parce qu'on imaginait que la libre circulation des idées donnerait une prime à la rationalité et, disons, à l'esprit scientifique. C'était pas du tout idiot comme idée. Mais il n'y a pas besoin d'être sociologue, puisque je ne me suis pas présenté, mais je suis professeur de sociologie à la Sorbonne. Il n'y a pas besoin d'être sociologue pour constater que cette prophétie a été sévèrement démentie par les faits. Et il y a 1000 explications à cela, mais comme je n'ai que 15 minutes, je ne vais pas toutes vous les donner. Et en particulier, je vais vous renvoyer tout simplement, si vous en avez envie, à mes livres. Je pense à La démocratie des crédules. Bon, vous voyez, le titre annonce à peu près la couleur, qui a été publié en 2013, vous voyez, avant la première élection de Donald Trump. Un autre livre qui s'appelle L'Apocalypse cognitive, et un plus récent, dont le titre est assez aussi évocateur, qui s'appelle À l'assaut du réel. C'est pas À l'assaut du réel. Et donc, parmi toutes les explications qu'on peut donner,
Je vais m'en saisir d'une, parce qu'on m'a aussi, évidemment, dans cette journée, demandé d'évoquer la question de l'intelligence artificielle, qui vous passionne et qui nous passionne tous. Donc je vais évoquer un des facteurs, parce que c'est un de ceux explicatifs de cette situation, qui est le plus documenté par ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles. C'est-à-dire les sciences sociales qui s'intéressent aux traces que nous laissons dans les mondes numériques, en essayant à partir de ces traces de reconstruire des modèles de comportement. Par exemple, comment se fait-il que la fausse information se diffuse de cette façon, plus vite souvent que la vraie information? Pour un simple ordre d'idée, ça vient d'être confirmé très récemment par le rapport CIMODS, que vous avez peut-être vu passer. Il y a à peu près 20% de fausses informations sur un réseau comme TikTok. Ce qui est gigantesque quand on y réfléchit. 20%, c'est véritablement énorme. Imaginez de vivre dans un monde où tout ce que vous voyez là, 20% des informations autour de nous est fausse. Par exemple, ce tableau n'aurait pas été peint par le peintre qui est indiqué à la date qui est indiquée, etc. Bon, je ne m'appellerai pas Gérald Bronner, je serai quelqu'un d'autre. On n'imagine pas ce que ça représente, 20% de taux de fausses informations. Et c'est très important, évidemment, parce que notamment les plus jeunes de nos concitoyens s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux, comme nous tous d'ailleurs, mais certains réseaux sociaux en particulier, TikTok et Instagram par exemple. Et donc une des explications de cette diffusion massive de fausses informations, c'est et pourquoi on s'est trompé quand on a cru que plus il y aurait d'informations, et mieux ce serait, ce que je crois aussi d'ailleurs, je ne suis pas pour un monde où il n'y a qu'une seule source d'information, c'est pas très favorable au vrai, on a déjà essayé dans certaines sociétés, ça s'appelle des dictatures, voilà, la Pravda, je veux dire la vérité, c'était pas forcément un moment du vrai dans les sociétés, c'est évident. Mais pourquoi est-ce que la profusion de l'offre d'information n'est pas forcément favorable à la qualité de cette information? C'est parce que, et ça c'était une erreur de raisonnement, on imaginait, enfin sans le dire implicitement, que tout le monde participerait de la même façon, puisqu'on peut tous offrir de l'information. On peut tous avoir son point de vue sur son réseau social, LinkedIn, que sais-je, Facebook ou Instagram ou autre. On a un avis sur les gilets jaunes, sur la prochaine présidentielle, sur la France insoumise, sur le conflit israélo-palestinien. Et puis on le manifeste, tout ça c'est de l'information. Une forme d'information. Seulement ce que l'on sait maintenant, c'est qu'il y a une grande asymétrie entre les individus. Il y a des individus qui partagent beaucoup plus d'informations, qui se manifestent beaucoup plus souvent. C'est ce qu'on appelle les super spreaders, les super diffuseurs d'informations. Songez que 1% des comptes sur les réseaux sociaux produisent 33% de l'information disponible. Et mauvaise nouvelle, c'est 1%. C'est pas forcément vous, moi ou des prix Nobel de physique. Ce sont des gens qui expriment une forme de radicalité dans l'espace public. Ce qui est assez logique, plus vous êtes radical, plus vous êtes motivé à intervenir, parce que vous pensez que vous défendez le vrai, et plus vous intervenez, plus vous rendez visibles vos argumentaires, et plus cela peut perturber notre calibrage social. C'est-à-dire l'impression que parfois, une majorité qui se dégage a raison sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Ça c'est logique quand on est un être humain de faire confiance aux autres, et notamment la majorité, c'est ce qu'on appelle le biais de popularité. Et comme ces points de vue sont en plus excités par le fonctionnement algorithmique, nous sommes donc confrontés à une visibilité argumentaire qui n'est pas du tout représentative, mais qui va avoir un impact massif sur notre représentation du monde. Et c'est ainsi qu'on a vu, par exemple, les anti-vaccins, qui sont très minoritaires, les vrais anti-vaccins militants, peu à peu essaimer très au-delà de leur espace de radicalité leur point de vue. Et la plupart des communautés sont rendues visibles par les plus extrémistes de ces communautés. C'est vrai par exemple pour l'islam, c'est ce qu'a montré Hugo Micheron assez récemment, c'est-à-dire que nos concitoyens musulmans ne sont pas du tout représentés par les gens qui sur les réseaux parlent au nom de l'islam. Ce sont les plus radicaux d'entre eux que l'on voit. Et ça c'est vrai pour quasiment toutes les catégories politiques communautaires qu'on peut imaginer. De sorte que notre monde est en train de se polariser, de devenir sauvage en quelque sorte, parce que nous sommes tyrannisés par des formes de minorités très actives. Alors vous allez me dire, d'accord, mais quel est le rapport avec l'intelligence artificielle? Eh bien parce que maintenant, et c'est documenté, parmi ces super spreaders, vous avez aussi un certain nombre d'agents artificiels, qui ne sont plus du tout des agents naturels comme vous et moi, mais qui sont donc des bots qui se font passer pour certains d'entre nous. Et ça c'est très documenté, il y a déjà des publications sur cette question.
Évidemment, je ne parle pas des ingérences étrangères, il y a un rapport direct, évidemment, ces bots ne s'activent pas comme ça au hasard, il y a des agents malveillants qui cherchent justement à fracturer notre socle commun. Et ces bots, ils se parlent entre eux, ils font des commentaires entre eux, et dont les traces qu'ils laissent deviennent de plus en plus indiscernables. Avec le progrès de l'intelligence artificielle, des grands modèles de langage en particulier, il y a des super spreaders maintenant, qui sont des agents artificiels. Et depuis 2016, d'ailleurs, il y a plus d'informations produites par des agents artificiels que par des agents naturels. De sorte que nous ne distinguons plus toujours, nous parlons peut-être sur les réseaux sociaux avec des agents artificiels et nous ne le savons pas. Et nous leur faisons confiance parce que depuis des mois, ce sont des amis sur les réseaux, ils posent des choses raisonnables jusqu'au jour où il y a un conflit, par exemple à l'étranger, une guerre en Ukraine, et tout à coup, ils se mettent à délivrer des informations favorables au pouvoir poutinien. Et si on a confiance en eux, ben, il y a une probabilité de chance pour qu'on trouve leur argumentaire raisonnable, alors que dans d'autres conditions, on n'aurait pas forcément été réactif positivement à ce type d'information. Ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément que produisent ces agents artificiels, c'est, nous le savons, des images qui deviennent de plus en plus indiscernables de la réalité. Des sons, ça fait déjà depuis un moment. Mais aussi très très récemment, vous l'avez peut-être vu, pas encore en France, on a aujourd'hui des agents artificiels qui produisent des vidéos qui deviennent quasi indiscernables, en tout cas à hauteur de regard humain, on va dire, il y a encore des techniques pour les discerner. Et c'est ainsi, par exemple, qu'aux États-Unis ou au Canada, il y a un réseau social qui s'appelle Sora 2. Vous avez peut-être entendu parler, de OpenAI d'ailleurs, et qui fait des vidéos qui sont effectivement très très bluffantes. Et statistiquement, ce qu'on voit émerger dans les thématiques, ce sont des vidéos qui sont faites, qui mettent en scène des personnages publics, parce que c'est un réseau social en fait où vous regardez à l'infini, comme sur TikTok, c'est ce qu'on appelle le doom scrolling, vous regardez à l'infini des vidéos qui vous sont proposées, inventées par d'autres sur la base de prompts, et vous-même vous pouvez vous amuser à dire tiens, si par exemple je mettais Emmanuel Macron sur un bûcher ou quelque chose comme ça. Alors si je donne cet exemple, parce que c'est typiquement le genre de choses que font les gens avec Sora 2, c'est-à-dire une forme de catharsis collective où les personnalités publiques sont humiliées, punies, ce qui contribue évidemment à la polarisation. Et comme ces vidéos sont de plus en plus indiscernables, eh bien elles sont partagées sur les réseaux sociaux et elles peuvent éventuellement être prises pour de la réalité, si vous avez envie d'y croire, si ça va dans le sens de vos représentations, ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui a largement amplifié l'existence de ces mondes numériques. Mais OpenAI nous dit pas de souci, parce qu'il y a une estampille marquée Sora qui nous permet de savoir que c'est produit artificiellement si vous le partagez. Sauf que des petits malins ont montré très facilement qu'on pouvait enlever cette estampille, ils l'ont fait, ils l'ont prouvé. Et il y en a même qui se sont amusés à ajouter l'estampille Sora sur des vraies vidéos. Donc vous voyez que la frontière entre le réel et le fictionnel, elle devient énormément poreuse. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est documenté dans la littérature qui s'appelle le liar dividend, le dividende du menteur. Tout simplement, qui permet, et il y a déjà des cas avérés, à des femmes ou des hommes politiques, en tout cas des personnalités publiques, quand ils sont pris la main dans le sac de quelque chose qui ne leur plaît pas, de dire « Non, c'est pas vrai, je ne l'ai pas fait ou je ne l'ai pas dit. C'est une production artificielle d'une vidéo qui est fausse, produite par intelligence artificielle. » C'est ça qu'on appelle le dividende du menteur. Pourquoi? Parce que dans un monde où le réel et le fictionnel deviendront de plus en plus indiscernables, il y aura une prime au menteur. Et ce que ça va s'abonner, c'est ce que j'appelle, à l'assaut du réel, ce dernier livre, le scepticisme opportuniste. C'est-à-dire la possibilité dans un monde où le vrai et le faux ne sont plus tout à fait distinguables, de croire selon vos désirs. De dire, oh ça j'ai pas envie que ça soit vrai. Donc peu à peu, vous comprenez, nous allons nous enfermer dans des réalités alternatives, voire dans le pire des cas, je dirais, des formes de réalité individuelles qui ne vont pas favoriser le vivre ensemble, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de commensurabilité entre les éléments qui nous permettront de vivre ensemble. Et ça, c'est qu'un tout petit élément. D'autres éléments peuvent nous inquiéter pour l'IA, c'est que ces IA, vous savez, elles s'exercent en quelque sorte sur la base d'une urne qui est Internet, où elles produisent elles-mêmes de plus en plus de données.
vous voyez le problème? Elles s'alimentent à une urne qu'elles alimentent majoritairement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les MAD, les Model Autophagic Disorder, les désordres de modèles autophages. Et on en voit déjà des effets, minces, avec un appauvrissement de la qualité de l'information ou des images. C'est pour ça que les images deviennent jaunes. Je ne sais pas si vous avez eu des articles passés en cela, parce qu'en fait, l'urne l'urne de production d'images, elle a eu un point paradoxal, et donc ça accélère ce point paradoxal. Et le troisième élément qui est de nature à nous inquiéter, c'est que les plus jeunes, et notamment c'est le cas aux États-Unis, puisqu'on a une étude qui montre que 30% d'entre eux déclarent avoir des relations amicales avec des intelligences artificielles et que c'est aussi satisfaisant qu'avec des vrais êtres humains. Et donc, vous voyez que ce solipsisme que j'évoque, cette solitude des foules, comme disait l'autre, elle est amplifiée par l'apparition de l'intelligence artificielle, et on est toujours dans cette problématique de la fracture de notre socle commun et de notre vivre ensemble. Et par exemple, on a déjà des cas de suicide, vous le savez, par intelligence artificielle. Il y a un jeune Américain, mais ce n'est pas le seul cas, il y en a maintenant un assez grand nombre, un jeune Américain qui s'est fini par mettre fin à ses jours, et il a interrogé, c'était avec ChatGPT, 200 fois, ChatGPT sur le suicide. Et ChatGPT l'a relancé 1275 fois. Oui. Parce que les IA sont fine-tunées pour être empathiques. Et donc en fait, ce que ça va créer, c'est des formes de miroirs déformants pour nos propres obsessions. De sorte que, ce qui devait arriver arriva, on a maintenant des psychoses par IA. C'est-à-dire des gens qui ont souvent un terrain psychiatrique, mais apparemment pas que, et qui vont, à force de conversation, s'enfermer dans leurs propres obsessions, puisque l'IA est là, en fait, pour vous dire « oui, tout à fait, c'est intéressant, mais est-ce que tu as pensé à ça ?» Elle va relancer la personne sur des thématiques obsessionnelles. Quelqu'un a assassiné sa mère aux États-Unis parce que l'IA l'a convaincu qu'il essayait de l'empoisonner. Parce qu'il était lui-même un peu paranoïaque, évidemment. Donc en fait, elle crée comme ça des scénarios. Ce sont des cas qui sont évidemment limites, mais encore une fois, par la grimace, le visage. Il permet de voir les périmètres de notre danger. Alors, puisque j'ai promis de parler 15 minutes, j'ai peut-être déjà un tout petit peu dépassé. Rassurez-vous, j'arrive à ma conclusion. J'ai balayé très rapidement cette problématique, trop rapidement, mais qu'est-ce qu'il nous reste comme espoir face à ça? Il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'espoir. Et en l'occurrence, sans parler de politiques européennes, de régulation, ce dont on a parlé avec le président de la République la semaine dernière, je lui ai rappelé, et je vais le rappeler ici, qu'il nous reste un espoir et une façon de, disons, contrôler encore un peu notre destin national, en quelque sorte. Parce que ça dépend de l'éducation nationale, ça dépend de la formation continue, ça dépend de nous tous. Je veux parler de la formation des esprits à l'esprit critique et à la pensée analytique. Parce que lorsqu'on a fait des études, j'ai fait partie de ceux qui ont alimenté ces études, nous savons que la diffusion d'informations, de fausses informations, elle n'est pas équirépartie dans le spectre social. Par exemple, il y a certaines tendances politiques qui partagent plus de fausses informations que d'autres. Je ne vais pas faire de politique ce soir. Le paramètre politique, idéologique est évidemment important. Mais le paramètre qui compte le plus, celui qui prédit le plus la diffusion de fausses informations, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, la pensée paresseuse. C'est-à-dire, en nous tous, on a un avare cognitif, quelqu'un qui ne veut pas trop dépenser d'énergie mentale et qui se satisfait donc du vraisemblable plutôt que du vrai. Il ne faut plus s'en satisfaire maintenant. Il ne faut pas laisser les super spreaders nous envahir. Il faut que chacun d'entre vous, vous preniez votre place dans l'espace public. Premier devoir. Et deuxièmement, nous former nous-mêmes. Nous former à l'esprit critique, à la pensée analytique, parce que les fausses informations, elles vont aussi très vite, parce qu'elles vont dans le sens de nos croyances préalables. Par exemple, les théories du complot profitent souvent de la confusion que nous pouvons faire naturellement entre une corrélation et une causalité. Ainsi, certains nous ont dit, vous avez vu, la Covid-19 s'est répandue dans le monde en même temps que l'implantation des antennes 5G. Et c'est vrai, il y avait une vraie corrélation spatio-temporelle, n'est-ce pas? Ce qui est logique, puisque on développe des antennes 5G, une innovation technologique, là où il y a le plus de monde au début, il y a un marché, donc là où il y a plus de compacité humaine, c'est là aussi où un virus peut se développer plus facilement. Donc en effet, il y a bien un lien, mais c'est pas pour ça que l'antenne 5G a un rapport causal avec le virus, bien entendu. Mais il y a quand même des gens qui ont cru
au point d'incendier des antennes 5G et au point de brutaliser très gravement des pauvres agents qui venaient poser ces antennes 5G, qui n'avaient rien à voir avec tout ça, évidemment. Donc ne croyez pas que ces flux de crédulité, ils demeurent confinés dans les espaces numériques. Ils en sortent, ils s'incarnent politiquement, ils s'incarnent dans des mouvements parfois de violence, voire de violence politique, idéologique, terroriste. Derrière tout ça, il y a des conséquences sociales. Mais ce qu'on peut opposer donc, dans un premier temps, puisque ce qui prédit le plus, encore une fois, la diffusion de fausses informations, c'est la pensée paresseuse, c'est la stimulation de la pensée critique, parce que ce que la science montre aussi, c'est que quand on stimule cette pensée critique, et il y a de formidables associations qui le font en France, comme l'association Square par exemple, eh bien on obtient des résultats tout à fait significatifs et durables. C'est-à-dire qu'on stimule notre pensée, en quelque sorte notre système immunitaire intellectuel. Voilà. Il s'agit de faire une stimulation de notre système immunitaire intellectuel. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a plein de façons de le faire, mais une des façons possibles, c'est que nous avons mené, avec une dizaine de 10 collègues en fait, une université populaire en Sorbonne. Je suis professeur à l'amphithéâtre Richelieu, c'est tous les premiers mardis du mois. C'est une université populaire du développement de la rationalité et de l'esprit critique. Parce que ça prend en fait. Il y a des biais cognitifs qui pètent sur notre raisonnement. On peut les mettre à distance en nous méfiant un peu de nos intuitions. Donc tout ça, c'est filmé. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, mais vous pouvez venir voir l'amphi. C'est encore une fois, il faut s'inscrire. Mais vous pouvez regarder donc sur le site de la Sorbonne ou sur YouTube. Vous tapez mon nom, Gérald Bronner, Esprit Critique, et vous verrez les 5 premières conférences que j'ai données. Et puis bientôt, vous aurez la joie d'écouter des gens comme Étienne Klein, par exemple, qui participent à cette université populaire. Donc ne baissons pas les bras, comptons sur nous, ayons confiance, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.